Bienvenue à vous pour ce cours de rattrapage sur la trigonométrie. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Maintenant, on y va. Donc, on en a déjà parlé. Donc, je vais faire la première partie assez courte. Donc, on appelle ici cercle trigonométrique le cercle orienté de centre O et de rayon 1. On le voit ici. On sait, si on s'approche, on voit le cercle donc ici avec ses éléments caractéristiques, le centre O, le rayon 1 et le sens direct qui est sera le sens positif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Deuxième définition, pour tout point M sur le cercle trigonométrique, on définit un angle géométrique IOM qui est en jaune. Cet angle noté alpha intercepte l'arc IM. L'arc IM est donc ici. Cet arc IM a une longueur et on appelle la mesure en radians de l'angle géométrique IOM la mesure de l'arc IM. Donc pour bien faire comprendre, la mesure de l'angle jaune, c'est la longueur de cet arc de cercle ici qui est en violet. Sur le cercle trigonométrique. Donc on peut donner la mesure en radians de quelques angles géométriques les plus simples. Donc on va commencer par le premier. L'angle 0, enfin de 0 degré, c'est l'angle qui est ici, qui est complètement fermé, c'est l'angle, si on appelle ça O, si on appelle ça I, bah c'est l'angle IOI, et bien forcément il fait 0 degré. Enfin, l'angle de 90 degrés, c'est-à-dire si on appelle ça O, ici on appelle ça I, et ici on appelle ça J, c'est l'angle IOJ, il fait 90 degrés, et dans ce cas-là, la longueur de cet arc fait un certain nombre, qu'on peut lire ici, mais surtout, on va pouvoir l'exprimer en radians, de la façon suivante, en disant que le nombre qui est ici correspond à pi divisé par 2. Donc ici, pi divisé par 2. De même pour l'angle de 180 degrés, c'est l'angle, alors si on appelle ça O, si on appelle ça I, et si on appelle ça K, l'angle de 180 degrés, c'est bien sûr celui qui est ici, et il correspondra à un angle de pi radian. La longueur de cet arc de cercle peut se calculer très facilement, hein. C'est 3,14 et on reconnaît bien sûr pi radian. Pour l'angle de 270 degrés, ben, c'est toujours aussi simple, donc c'est l'angle, alors I qui commence ici, O le sommet principal jusqu'à L, l'angle est donc ici, et cet angle de 270 degrés correspondra à un angle de 3 pi sur 2. Et enfin, l'angle de 360 degrés, qui correspond à un tour complet, constituera un angle en degrés de 2 pi radians, c'est-à-dire d'une longueur de 6,28. Donc ces valeurs sont à savoir par cœur, donc il faudra que vous les appreniez. Ensuite, on peut convertir un angle en radians en partant de cette équivalence, qui est l'équivalence qu'il faut absolument savoir par cœur, c'est qu'un angle de pi radian est équivalent à un angle de 180 degrés. Pour revenir sur le dessin, il s'agit de ce dessin-là. Un angle de 180 degrés ici correspond à un angle de pi radian. Donc on va convertir cela à l'aide, par exemple, d'un simple tableau de proportionnalité. Donc tableau de proportionnalité qui est ici. Donc si j'ai un angle de 180 degrés, alors j'ai un angle en radian de pi radian. Donc si je veux un angle de 60, bah, c'est tout simple, hein. Il suffit d'avoir, vu qu'il y a un rapport de 1 à 3, enfin 1 au tiers plutôt, donc ici on va avoir un angle de pi sur 3.
Donc pi sur 3, sinon tout simplement on fait pi fois 60 divisé par 180, on va le faire ici. Pi fois 60 divisé par 180. Et après simplification, pi fois 60 divisé par 180, on divise par 10, on divise par 6, et on obtient pi sur 3. De la même façon, on peut trouver cet angle-là, en faisant pi fois 150 divisé par 180, et après simplification par 10, puis évidemment par 3, on va obtenir 5 pi sur 6. Ici, pardon. 5 pi sur 6. Pour l'angle de 10 degrés qui est ici, on va faire la même chose. Pi fois 10, le tout divisé par 180. On obtient forcément donc un angle de pi sur 18 après simplification. Pi sur 18, etc. Donc je vous laisse essayer par vous-même et dans quelques secondes, on corrigera. Nous poursuivons. Donc nous passons à la correction de cet exercice. Donc je reprends juste un dernier exemple. Pour calculer en radian l'angle de 12 degrés, il suffit de faire un produit en croix, hein, 12 fois pi divisé par 180, et on trouve pi sur 15, et ainsi de suite pour tout le reste du tableau. Je vous laisse observer ces résultats, et puis nous passons à la suite. Nous allons maintenant parler d'angle orienté. Donc, pour les angles orientés, on va regarder les angles avec des vecteurs. Donc, dans un repère OIJ, on va considérer deux vecteurs U et V non nuls. Et on va supposer que ces deux vecteurs sont de même origine, O, et qu'il y a deux points du plan A et B qui sont tels que le vecteur U est égal au vecteur OA et le vecteur V est égal au vecteur OB. Ce qui donne les deux vecteurs ici, à cet endroit-là. Ça, c'est U et ça, c'est V. On regardera donc l'angle géométrique AOB et BOA. Donc l'angle AOB ou BOA, c'est le même, hein, c'est celui-là, c'est cet angle-là que je suis en train de colorier en jaune. Donc cet angle géométrique peut se donner de deux façons différentes, hein, AOB ou BOA. Ce qui compte, c'est que la lettre O soit au sommet de l'angle et au milieu de son nom. Alors par contre, l'angle vecteur U, vecteur V, alors on dira plutôt l'angle UV, formé par les vecteurs OA et OB, est ce qu'on appelle un angle orienté. Donc l'angle orienté, c'est l'angle qui va dans ce sens-là. Ici, il est dans le sens direct, positif, de U vers V. En revanche, l'angle VU, c'est un angle orienté de sens contraire, qui est ici, qui va de V vers U. Vous remarquerez que ces deux angles, l'angle orienté UV et l'angle orienté VU, s'appuient tous les deux sur le même angle géométrique. Mais en revanche, ils sont de sens contraire. C'est pour ça qu'on dira que la mesure de l'angle orienté UV est égale à l'opposé de la mesure de l'angle orienté VU. Bien, nous passons à la suite. Nous allons parler donc du cercle trigonométrique et nous allons nous intéresser à quelques angles particuliers. On va commencer par les angles géométriques de 90 degrés. Donc l'angle de 90 degrés, vous l'avez bien sûr ici, hein, on le voit très bien, et vous savez maintenant que ça correspond à un angle de pi sur 2 radians. Cependant, cet angle de pi sur 2 radians peut être nommé de plusieurs façons. Donc ici, l'angle de pi sur 2 radians, comme ceci, on va peut-être faire une flèche dans l'autre sens, comme ceci. Donc l'angle de pi sur 2 radians se lit comme ceci. Mais il y a une autre façon d'arriver à ce point en jaune. On peut, au lieu de
tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ces cas-là, on va décrire cet angle-là. Et dans ce cas-là, le point jaune est repéré non plus par l'angle pi sur 2, mais par l'angle moins 3 pi sur 2. Alors pourquoi moins 3 pi sur 2? Parce que ici, jusque-là, on va avoir moins pi sur 2. Ici, on va avoir moins 2 pi sur 2. Et puis ici, on va avoir finalement moins 3 pi sur 2. Donc, remarquez ici que cet angle-là et ces deux nombres repèrent le même angle, l'angle pi sur 2 et moins 3 pi sur 2. Ils arrivent au même endroit sur le cercle trigonométrique. De la même façon, cet endroit-là peut être repéré par deux nombres, l'angle pi quand on tourne dans ce sens-là, et l'angle moins pi quand on tourne dans ce sens-là. Enfin, par exemple, si on regarde ce point-là, il peut être repéré par cet angle-là, qui est l'angle moins pi sur 2, qui est noté ici, et il peut être repéré en partant d'ici toujours, et en tournant dans l'autre sens, avec un angle de d'abord pi sur 2, 2 pi sur 2, puis 3 pi sur 2 ici. Et c'est pour ça qu'on a cette valeur-là. On va maintenant s'intéresser à d'autres angles, les angles de pi sur 4, donc c'est-à-dire les angles de 45 degrés. Alors il y a une famille qui est ici, j'espère que vous les voyez, ici, là et là. Donc on va tourner de 45 degrés en 45 degrés. Donc dans ce sens-là, ce point-là correspond à l'angle pi sur 4. Donc ici, l'angle de pi sur 4 est ici. Puis, si on tourne encore de pi sur 4, c'est-à-dire encore de 45 degrés, on arrive à 90 degrés, on arrive à 2 pi sur 4. Mais 2 pi sur 4, bien sûr, après simplification, ça devient pi sur 2. Puis on peut encore tourner d'un huitième de tour. On arrive à 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Puis encore, on peut faire encore un autre huitième de tour. On arrive à 4 pi sur 4. 4 pi sur 4 qui, bien sûr, se simplifie par 4 pour obtenir l'angle pi. Et puis encore, on peut encore faire un quart de tour comme ceci. Un quart de tour ici, on arrive à 5 pi sur 4 qui est ici. Puis encore un quart de tour, on arrive à 6 pi sur 4. 6 pi sur 4 qui, bien sûr, en se simplifiant par 2, on obtient l'angle de 3 pi sur 2. On peut encore faire un quart de tour comme ceci, on arrive à 7 pi sur 4. Et puis on revient ici, on arrive à 8 pi sur 4. Et après simplification, 8 divisé par 4 donnera 2 pi. Donc, on a tourné ici dans le sens positif. Je rappelle, le sens positif, c'est ce sens-là. Donc, on a tourné dans le sens positif, mais on aurait pu tourner de la même façon dans le sens négatif. Dans le sens négatif, en partant toujours d'ici, en allant jusque là, on va donc faire un sens négatif, donc moins pi sur 4. On va avoir ici moins 2 pi sur 4 qui vaut moins pi sur 2, moins 3 pi sur 4 qui est ici. Puis ici, on va aller jusqu'à moins 4 pi sur 4 qui fait moins pi, moins 5 pi sur 4 ici, puis moins 6 pi sur 4 ici qui fait moins 3 pi sur 2, et enfin moins 7 pi sur 4 qui est ici, et moins 8 pi sur 4 qui fait moins 2 pi. Donc voilà pour les angles en pi sur 4. On peut maintenant observer les angles en pi sur 3, par exemple. Donc les angles en pi sur 3, on va d'abord les repérer. Les angles en pi sur 3 sont ici. Donc en voici un, en voici un deuxième, un troisième qui est un peu planqué, celui-ci, et bien sûr 0. Donc entre chaque angle, vous avez exactement 60 degrés. 60 degrés, donc ici on a une fois pi sur 3, donc c'est le nombre qui est ici. Puis 2 fois pi sur 3, c'est le nombre qui est là. Puis 3 fois pi sur 3, 3 fois pi sur 3, ça fait évidemment après simplification pi. Puis on va avoir ici 4 pi sur 3 qu'on retrouve ici. Puis 5 pi
pi sur 3 qu'on retrouve ici. Et enfin, le dernier angle, ça va donner 6 pi sur 3, et 6 pi sur 3, après simplification, donne bien sûr 2 pi. On peut le faire la même chose dans l'autre sens, mais on ne va pas le faire, ça prendra trop de temps. On va aussi regarder les angles en pi sur 6. Alors les angles en pi sur 6, on va laisser les angles en pi sur 3, parce que les angles en pi sur 6, le premier angle de pi sur 6 est ici, le deuxième angle de pi sur 6, c'est l'angle pi sur 3, puisque 2 pi sur 6 fera, après simplification, pi sur 3. Vous avez le troisième angle de pi sur 6 qui est là, le quatrième ici, pardon, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, et le douzième, c'est le retour ici. Donc si on le fait doucement, d'abord, ici vous avez le premier angle pi sur 6, ici vous allez avoir 2 pi sur 6 qui se simplifie par 2 pi sur 6, en le simplifiant, ça fait bien sûr pi sur 3, puis après vous allez avoir 3 pi sur 6, 3 pi sur 6, quand on simplifie par 3, ça fait bien sûr l'angle de pi sur 2, on a ici, puis après on va avoir 4 pi sur 6, 4 pi sur 6 se simplifie en 2 pi sur 3, on va avoir 5 pi sur 6 qu'on trouve là, 6 pi sur 6 qui simplifie en pi, puis on va avoir 7 pi sur 6, puis 8 pi sur 6 qui simplifie en 4 pi sur 3, 9 pi sur 6 qui simplifie en 3 pi sur 2, 10 pi sur 6 qui simplifie en 5 pi sur 3, 11 pi sur 6 qui est ici, et enfin 12 pi sur 6 qui fait 2 pi. Donc voilà pour les angles en pi sur 6. Ce dessin est à apprendre par cœur, et il s'agit de bien connaître les correspondances entre tous les angles, afin qu'on puisse très rapidement placer les angles, les points, sur ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Il faut être capable, par exemple, de remplir un tel tableau très rapidement. Donc je vous laisse le faire, je vais juste faire le début avec vous. Par exemple, l'angle de 0 degré fera 0 radian. L'angle de 30 degrés fait immédiatement pi sur 6. L'angle de pi sur 4 doit correspondre à un angle de 45 degrés. L'angle de pi sur 3 à un angle de 60 degrés. L'angle de 90 degrés à un angle de pi sur 2. Ça, c'est le minimum vital. Après, il faut faire les autres. Je vous laisse le faire. On se retrouve dans 10 secondes. Bien. Voici ce que l'on peut donc remplir avec le cercle trigonométrique. Et puis, vous pouvez remarquer qu'il y a quelques cases vides. Parce que ces valeurs ne se trouvent pas dans le cercle trigonométrique. On va commencer par la plus facile d'entre elles. C'est celle-ci, c'est 11 pi sur 4. Donc comment remplir cette partie-là? Donc 11 pi sur 4, eh bien, il faut compter. On part d'ici, on va compter les pi sur 4. Donc ici on a 1 pi sur 4, puis après on va avoir 2 pi sur 4 qui fait pi sur 2, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4 qui fait pi, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, et on arrive ici à 8 pi sur 4, et puis on peut continuer. 9 pi sur 4, 10 pi sur 4, et puis on arrive ici à 11 pi sur 4. Donc l'angle de 11 pi sur 4 est équivalent à l'angle de 135 degrés plus un tour, c'est-à-dire 135 degrés plus un tour, c'est-à-dire plus 360 degrés, ce qui fait un total de 5, 6 et 3, 9, de 495 degrés. Pour 3 pi sur 7, eh bien, on peut pas avoir cette valeur directement. Donc pour 3 pi sur 7, le plus simple, c'est de faire une proportionnalité. Donc pour 3 pi sur 7, on va se mettre ici. Pour 3 pi sur 7, on va faire un petit tableau de proportionnalité. Ce tableau est le suivant, alors il n'est pas très droit. On va avoir les angles en degrés, les angles en radians. On sait qu'on a l'équivalent de 180 degrés pour pi radian. On a un angle de 3 pi sur 7 et on cherche l'angle ici en degrés. Et donc on va chercher cet angle, c'est donc 3 fois pi sur 7 fois 180 divisé par pi,
Et on s'aperçoit que le calcul donne, en tapant avec une bonne calculatrice, 180 fois 3 divisé par 7, puisque les pi s'en vont, ça fait environ 77,14 degrés. Donc on va mettre 77 degrés environ. Enfin, pour l'angle de 314, ici, eh ben, c'est la même chose. Il va falloir faire le calcul. Donc, on va refaire un tableau de proportionnalité. Donc, angle en degrés, angle en radians. On sait que 180 degrés est équivalent à pi radian. On a un angle de 314. Pour avoir l'angle ici, on va donc faire 314 fois pi divisé par 180. Et il faut bien sûr simplifier cette fraction. Et on obtient la fraction 157 pi sur 90, qui n'est pas forcément un angle bien remarquable, mais on va le mettre ici. Voilà pour cet exercice. Bien. Nous allons maintenant parler de l'enroulement des réels, qui est la question la plus énigmatique, la plus difficile à comprendre sur la trigonométrie. Il faut absolument que vous compreniez cette notion. Alors, on va donc on va se placer sur le cercle trigonométrique. On va choisir un point M quelconque sur le cercle. On va regarder l'angle orienté OI-OM et on va dire qu'il est égal à x radians. On regarde sur le dessin l'illustration. Donc voilà. Nous, alors plutôt que vous avez donc le point M ici, vous avez le point I ici, le point O ici, l'angle OI-OM et donc l'angle qui part d'ici et qui va jusque là. Et comme on l'a dit, l'angle en radian correspond à la mesure de l'arc qui est ici. Cette mesure de l'arc peut être reportée ici sur ce qu'on appelle la droite des réels, une droite verticale. Et donc on pourrait donc dire que ici, alors on aurait x ou alpha radian, hein, correspondra à la hauteur de ce point qui est ici. La hauteur entre là et là. La chose, c'est donc que le point M, qui est ici, est repéré par cette longueur. Cependant, la longueur x ou alpha, hein, peu importe comment elle s'appelle, n'est pas le seul nombre qui permet de repérer le point M. En effet, si on regarde cette fois-ci ce dessin, le nombre qui est ici, l'angle alpha plus 2pi, l'angle alpha plus 2pi, c'est-à-dire l'angle alpha précédent du dessin précédent, plus 2pi, c'est-à-dire plus un tour, repère lui aussi le point M. Je m'explique. La droite qui est ici, quand elle s'enroule autour du cercle trigonométrique, va faire un tour complet, puis ensuite va arriver elle aussi au niveau du point M. Ce qui veut dire que le nombre 853 correspond exactement à la position du point M. Ce qui fait qu'il y a donc au moins deux nombres qui représentent le point M. Et en fait, il y en a une infinité parce qu'on n'est pas obligé de rajouter un seul tour, on peut en rajouter deux, on peut en rajouter trois, on peut en rajouter quatre. Ce qui nous amène à la définition suivante. Donc, lorsqu'on a un angle orienté OI-OM de mesure x, eh bien, on peut lui associer une famille de nombres réels de la forme x plus 2kpi, ou k de pi, ça dépend comment on le dit, 2kpi signifiant le nombre de tours. Alors, je m'explique. K fois 2pi. 2pi ici, c'est l'équivalent d'un tour. Donc, k fois 2pi, ça veut dire, c'est l'équivalent de k tours, k fois un tour. Donc ici, on est bien en train de dire que l'angle x, auquel on rajoute des tours complets, repère le même point M. La démonstration est toute simple. Lorsqu'on fait un tour supplémentaire, on tombe sur le même point du cercle trigonométrique. Et on obtient donc x plus 2pi.
si on tourne d'ailleurs dans le sens positif. Mais on pourrait aussi obtenir x moins 2pi si on tournait dans le sens négatif, c'est-à-dire si on faisait ceci, c'est-à-dire si je trace un cercle trigonométrique, je prends le point M ici, et au lieu de tourner comme ceci, en allant de là jusqu'à là, je pourrais tourner dans ce sens-là pour arriver ici. Donc, alors pour être précis, pour arriver ici, il faudrait d'abord que je fasse un tour complet, puis que je reparte dans ce sens-là. Donc, on va inverser ce petit dessin. Donc, du coup, au lieu de faire un tour, on peut aussi en faire K, dans un sens ou dans l'autre, dans le sens positif ou dans le sens négatif. Dans ces cas-là, si on fait K tours dans le sens positif, on prend l'angle X et on lui rajoute 2kπ, K fois 2pi. Hein. Et si on tourne dans le sens négatif, eh bien on prend l'angle X et on lui enlève des multiples de 2pi, c'est-à-dire 2kπ. Donc on peut dire que ici K appartient à Z, et attention pour ceux qui ne le savent pas, Z c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, donc cet ensemble contient les nombres tels que 0, 1, 2, 3, 4, etc. Mais aussi moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Voilà pour l'ensemble Z. Voyons qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, dans un repère orthonormé, si deux vecteurs non nuls tels que ces deux vecteurs forment un angle géométrique ici, supposons que ces deux vecteurs aient une mesure de x radians. Donc c'est-à-dire x radians, l'angle qui est ici. Imaginons que nous rajoutions un tour, mais dans ces cas-là, ça signifie que l'angle qui est ici, x plus, alors regardez bien, ça c'est l'angle x, auquel je vais rajouter un tour complet. Donc ceci, c'est donc l'angle x plus 2pi, va aussi être une mesure de cet angle orienté, puisque j'arrive au même endroit. De la même façon, au lieu de rajouter un tour, je pourrais en rajouter deux. Donc par exemple, je vais faire l'angle x, auquel je rajoute un premier tour, auquel je rajoute un deuxième tour. Et bien cet angle-là, c'est l'angle x plus 2 fois 2pi, c'est-à-dire x plus 4pi. Maintenant, je peux tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire si je prends l'angle x et que je lui enlève un tour, c'est-à-dire si je fais ceci, eh bien j'arrive toujours au même endroit, c'est-à-dire ici, et donc là j'ai l'angle x moins 2pi. Exemple, voici la mesure d'un angle, donc cet angle mesure pi sur 3, donc c'est sa mesure. Eh bien, si je prends pi sur 3 et que j'ajoute 2pi, c'est-à-dire quand je fais le calcul en mettant bien au même dénominateur, raté. Donc je mets au même dénominateur ici, hein, en mettant sur 3 et fois 3, c'est ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, quand je mets au même dénominateur, eh bien, j'obtiens 2pi fois 3 sur 3, ce qui fait 6pi, qui s'additionne avec le pi qui est là, ça fait 7pi sur 3. Donc ça veut dire que l'angle 7pi sur 3 et l'angle pi sur 3 sont tous les deux une mesure du même angle orienté de départ. Et puis, au lieu d'ajouter un tour, comme j'ai fait ici, je peux retirer un tour complet. Donc je prends l'angle pi sur 3, je lui retire un tour, je mets au même dénominateur ici avec le 3 sur 3, et j'obtiens pi moins 6pi, ça fait moins 5pi sur 3, ce qui signifie que moins 5pi sur 3 est aussi une mesure de l'angle. Donc on est bien d'accord que ce nombre-là et ce nombre-là sont tous les trois la mesure du même angle orienté. Pour pouvoir dire ça, on va donc dire que ces trois angles sont égaux. Mais attention, on va dire que l'angle pi sur 3 va être égal à l'angle de 7pi sur 3 est égal à l'angle de moins 5pi sur 3. Mais attention, c'est une égalité d'angle, ce n'est pas une égalité de nombre. Le nombre pi sur 3 en lui-même, il vaut un peu plus de 1 environ. Le nombre 7pi sur 3, lui, va valoir à environ un peu plus de... environ 7, peut-être un peu moins. Et celui-ci, je ne sais pas combien il vaut, mais en tout cas, ces nombres ne sont pas vraiment égaux. C'est pour ça qu'on va donc ici rajouter
quelque chose à ce symbole égal qui va être très important, c'est ce qu'on appelle le modulo. Le modulo de pi indique que ces trois nombres sont égaux au tour près. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment égaux en termes de valeur numérique, mais ils sont égaux en termes d'angles qui sont définis à quelques tours près. Exemple 2, nous allons un angle de pi sur 6, nous allons essayer de lui donner quelques mesures supplémentaires. Donc par exemple, je vais prendre l'angle pi sur 6, et puis je vais lui rajouter 2pi, c'est-à-dire un tour complet. Je mets tout ça sur 6, ce qui me fait pi sur 6 plus 12 pi sur 6, on obtient 13 pi sur 6. Donc 13 pi sur 6 est une valeur de cet angle. Ce que je vous propose, c'est de continuer cet exercice tout seul. Donc vous allez rajouter 2 tours, c'est-à-dire en rajouter 2 fois 2 pi. Puis vous allez aussi enlever un tour à pi sur 6, donc enlever 2 pi. Et vous allez mettre les résultats ici, puis vous allez aussi enlever, disons, 2 tours, donc c'est-à-dire 2 fois 2 pi. Et vous allez mettre la valeur ici, et vous n'allez surtout pas oublier de rajouter ici que ces nombres sont égaux, mais modulo de pi, ils ne sont pas égaux dans l'absolu. Donc je marque une petite pause, on se retrouve quand vous avez fini vos calculs. Bien, nous poursuivons, voici la correction. Donc on trouve que l'angle pi sur 6 est égal à l'angle 13 pi sur 6, est égal à l'angle 25 pi sur 6, est égal à l'angle moins 11 pi sur 6, est égal à l'angle moins 23 pi sur 6, et bien sûr toujours modulo de pi. On peut faire cet exercice, donc on peut prendre l'angle moins pi, l'angle 3 pi sur 2, l'angle 10 pi et moins pi sur 4, puis trouver 3 autres réels qui repèrent les points associés à ces nombres. Donc par exemple, on va prendre moins pi, on va lui rajouter un tour, moins pi plus 2pi, ça fera pi. Donc voici une valeur possible, on peut lui rajouter 4 tours, donc ça fait pas 4 tours, 2 tours, donc on rajoute 2 fois 2pi, c'est-à-dire on rajoute 4pi, ce qui fait 3pi. Et puis pour moins pi, on peut enlever un tour, par exemple, et dans ces cas-là, moins pi moins 2pi, ça fera moins 3pi. Donc voilà comme ce qu'on peut faire. Je vous propose de faire la suite tout seul et de se retrouver après pour la correction. Bien, voici maintenant le temps de faire la correction de cet exercice. Alors nous avons choisi d'ajouter un tour ici, on obtient 7pi sur 2. D'enlever un tour, on obtient moins pi sur 2. De rajouter 2 tours, on obtient 11pi sur 2. Donc là, on a suivi le même schéma avec vos camarades. Donc ici, à 10pi, on a rajouté un tour, on trouve 12pi. On a enlevé un tour, on retrouve moins 8pi. On a rajouté 2 tours, on trouve 14pi. Là, on a commencé à en avoir marre, donc on a rajouté un tour ici, on trouve 7pi sur 4. On a fait quoi? On a enlevé un tour, on trouve moins 9pi sur 4. Alors, on va pour être tout à fait complet, ici, on va rajouter 2 tours, donc 2 tours c'est 2 fois 2pi, c'est-à-dire 4pi, le tout sur 4, et donc 4 fois 4, 16, moins 1, ça fait 15pi sur 4 si on rajoute 2 tours. Voilà pour le numéro 42. Pour le numéro 43, c'est le même exercice. Je propose que vous le fassiez si vous avez envie, mais on ne va pas le corriger, ça serait perdre du temps inutilement sur un exercice qui est relativement simple. On va maintenant parler de ce qui est très important, donc là vraiment il faut absolument que vous compreniez ça, c'est la notion de mesure principale. Donc dans un repère orthonormé OIJ, on va considérer deux vecteurs U et V, donc U et V, qui sont non nuls et qui forment un angle orienté UV. On suppose que cet angle orienté a une mesure de x radians, et évidemment, cette mesure de x radians est accompagnée par toute une famille de valeurs qui sont sous la forme x plus k de pi. Attention, k appartient à z, c'est-à-dire k peut être positif ou négatif, c'est-à-dire qu'on rajoute des tours ou qu'on enlève des tours. Cependant, il existe une et une seule valeur qui appartient à l'intervalle moins pi. Cette mesure qui appartient à l'intervalle moins pi, c'est ce qu'on appelle la mesure principale.
Et c'est cette mesure principale qui fera l'objet d'une recherche de votre part. Et il va falloir apprendre cette méthode qui est un peu particulière. Donc la mesure principale, c'est l'objet de ce petit bout de cours. Voici comment ça se passe. Voici un angle, de l'angle de 273 pi sur 12. Il s'agit de trouver sa mesure principale. Alors on pourrait chercher au hasard en rajoutant ou enlevant des tours pour espérer trouver une valeur de ce nombre entre moins pi et pi, une valeur de cette mesure. Donc si on ne veut pas faire au hasard, c'est-à-dire si on ne dit pas qu'on enlève des tours au pif, on va donc faire la chose suivante. Il faudra donc apprendre à rédiger cet exercice de la façon suivante. On appelle alpha la mesure principale de l'angle 273 pi sur 12. Donc, il est évident que alpha est égal à 273 pi sur 12 plus un certain nombre de tours en plus ou en moins. Ce nombre de tours, ça sera k fois 2pi. Donc, on précise bien que k appartient à z. Et comme alpha est la mesure principale, alpha appartient à l'intervalle moins pi pi. Donc, on va expliquer. Donc, alpha est compris entre moins pi et pi, et ce qui signifie que moins pi est plus petit. On va remplacer alpha par ce qu'on a trouvé, 273 pi sur 12 plus k de pi qui doit être inférieur ou égal à pi. Ce qu'on souhaite, c'est trouver le nombre de tours, c'est-à-dire trouver ici k. Trouver k. Donc pour cela, on va essayer de résoudre cette inéquation en supposant que k est l'inconnu à trouver. Donc ici, on va donc prendre le 273 pi sur 12 et l'enlever d'ici. Donc on va ajouter dans les trois membres de l'inéquation la quantité moins 273 pi sur 12. Ce qui fait qu'on obtient moins pi moins 273 pi sur 12, plus petit que d'ici, on va rajouter moins 273 pi sur 12 et ça va annuler celui-ci, donc il va rester que k de pi, inférieur ou égal à pi moins 273 pi sur 12. Il faut mettre ces nombres ensemble, donc on va mettre au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier par 12. Ici, on va faire pareil. On va multiplier par 12. Et évidemment, on obtient alors une fraction sur 12, mais en bleu. Donc, sur 12 ici, moins pi fois 12, ça fait moins 12 pi, moins 273 pi. On va donc additionner ces deux nombres, 12 et 273, ça fait donc 3 et 2, 5, 7 et 1, 8, 200 moins 285 pi sur 12, qui va être inférieur à k de pi, qui va être inférieur ou égal à 12 pi sur 12 moins 273 pi. On va donc avoir une fraction sur 12 et on va enlever ceci. Donc 273 moins 12, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. 7 moins 1, ça fait 6. Et il va rester 261 pi sur 12. Maintenant, il s'agit d'avoir k tout seul. Pour avoir k tout seul, on va diviser cette inéquation par 2pi. 2pi est positif, donc l'inéquation ne change pas de sens. Mais donc du coup, ça rajoute un 2pi ici au dénominateur, ce qui revient à diviser. Et ça rajoute un 2pi ici, ce qui revient à diviser aussi par 2pi. On s'aperçoit que là, un pi ici et ce pi là s'annulent. Évidemment, les 2 pi qui sont ici s'enlèvent, ce qui nous permet d'avoir k tout seul. Le pi qui est ici s'annule avec le pi qui est là. Ce qui fait qu'on obtient k, on va le mettre en bleu, on obtient k qui est compris entre moins 261 sur 24 et ici, moins 285 sur 24. On va y rentrer ici. Donc du coup, en prenant une calculatrice, on peut trouver une valeur approchée de ces deux nombres. Donc 285
divisé par 24, ça donne moins 11,875. Et 261 divisé par 24, ça donne moins 10,875. Et là, il va falloir se rappeler que ici, k est un nombre entier relatif. Si k est un nombre entier relatif compris entre moins 11,875 et moins 10,875, il est évident que k ne peut valoir qu'une seule valeur qui est moins 11. Donc du coup, on peut donc revenir à la première ligne ici. On peut donc conclure que alpha c'est égal à 273 pi sur 12 moins 11 tours. Donc moins 11 fois 2 pi. Évidemment, pour pouvoir savoir la mesure principale, il va falloir mettre ici au même dénominateur. Et on va pouvoir calculer alpha. Donc alpha sera égal à 273 pi sur 12 moins, alors ici il faudra mettre sur 12, ici il faudra faire 11 fois 2 fois 12 qui fait 11 fois 2 fois 12, ce qui fait 264 pi sur 12, et on va obtenir la mesure principale qui est égale à 273 pi sur 12 moins 264 pi sur 12, c'est-à-dire égal à 9 pi sur 12, qui peut se simplifier par 3, et on obtient alpha égale à 3 pi sur 4. Pourquoi est-on certain que cette valeur est une mesure principale? Rappelez-vous qu'une mesure principale doit être comprise entre moins pi et pi. Or, ici, le nombre que nous obtenons, 3 quarts, est bien sûr plus petit que 1, puisque 3 est divisé par 4 et que 3 est plus petit que 4, donc 3 quarts est plus petit que, est compris entre 0 et 1. Donc ici, nous avons bien un nombre qui est plus petit que 1 et qui multiplie pi, donc nous sommes bien sur l'intervalle moins pi, pi. Donc nous avons la valeur que nous cherchions, c'est donc 3 pi sur 4. Donc voici un exemple absolument essentiel qu'il faut que vous compreniez et que vous soyez capable de refaire et de retrouver par vous-même. C'est un enjeu d'à peu près qui comptera à peu près pour un quart du DS sur la mesure principale. Bien, je vous propose maintenant de faire le 44, page 288. Nous n'allons pas tout faire, je ne vais pas tout corriger en entier, je vais simplement vous donner les valeurs. On va juste faire le 45 pi sur 4, à moins que je fasse le suivant. Je vais d'abord regarder. Bien, nous reprenons avec le numéro 44, page 288, dont voici une correction très succincte, c'est-à-dire juste les résultats. Je refais un exercice sur la mesure principale, sur le dernier exercice qui est peut-être le plus compliqué, même si ça c'est pas très différent. Donc pour le 44, voici les résultats. Pour l'angle 45 pi sur 4, on trouve donc une mesure principale de moins 3 pi sur 4 modulo de pi. Pour l'angle de 13 pi sur 6, on trouve une mesure principale de pi sur 6. Enfin, pour l'angle de moins 10 pi sur 3, on trouve une mesure principale de 2 pi sur 3. Je vous propose ensuite, si vous le souhaitez, faire l'exercice suivant, c'est-à-dire le numéro 48, qui est toujours sur le même principe. Donc je vous laisse le faire, on se retrouve dans 10 secondes pour la correction. Donc pareil, correction très rapide. 23 pi sur 4 a une mesure principale de moins pi sur 4 modulo de pi. Moins 50 pi sur 6 aura une mesure principale de moins pi sur 3, pardon, après simplification bien sûr. 1975 pi sur 8 aura une mesure principale de 7 pi sur 8. Vous n'étiez pas obligé de faire cet exercice, mais si vous souhaitez le faire, ça vous donne moyen de vous autocorriger. Sur le 49, je n'ai pas fait les deux premiers.
pas corriger les deux premiers, on va faire le dernier seulement. Donc les deux premiers, moins 17 pi sur 4 a une mesure principale de moins pi sur 4 modulo de pi, et 127 pi sur 6 aura une mesure principale de moins 5 pi sur 6. Donc je vais faire sérieusement le 2011 pi sur 8. Donc 2011 pi sur 8. Donc, on rédige ça comme demandé. On appelle soit alpha la mesure principale de 2011 pi sur 8. Forcément, du coup, alpha est égal à 2011 pi sur 8 plus k de pi, c'est-à-dire un certain nombre de tours qu'on ne connaît pas, mais par contre on sait que k appartient à z. Du coup, comme alpha est la mesure principale, du coup on sait que alpha est compris entre moins pi et pi. Du coup, on peut donc dire que moins pi est plus petit que 2011 pi sur 8 plus k de pi, qui est lui-même plus petit que pi. On se débarrasse du 2011 pi sur 8 en le mettant de l'autre côté, moins pi, moins 2011 pi sur 8, qui va être inférieur à k de pi, qui va être inférieur à pi moins 2011 pi sur 8. On met au même dénominateur. On remercie mon épouse d'envoyer son impression en plein milieu de l'enregistrement. Donc x8 ici. Et enfin x8 ici. Ce qui nous donne l'inégalité suivante. Ici sur 8, moins 2011 et moins 8 pi, ça va faire moins 2019 pi sur 8, qui va être inférieur à k de pi, qui va être inférieur à 8 pi moins 2011 pi, c'est-à-dire moins 2000, pour aller de 8 à 11, il y a 3, donc 2003 pi sur 8. Il ne reste plus qu'à déterminer k tout seul. On va donc diviser par 2 pi l'ensemble de l'inégalité. Donc ça fait moins 2019 divisé par 16. Le pi disparaît et 8 est multiplié par 2. Et ici, on va obtenir moins 2003 sur 16. Avec une calculatrice, on cherche des valeurs approchées de ces nombres. 2019 divisé par 16, ça fait 126 environ, donc moins 126. Et le retour de ma femme, 1875. Et ici, de l'autre côté, 2003 divisé par 16, ça fait moins 125,1875. Comme k appartient à z, on peut donc dire que k est égal à moins 126. Comme k égale moins 126, on peut donc avoir alpha égal, et tu veux bien te taire s'il te plaît, et donc alpha est égal donc à 2011 pi sur 8 moins 126 tours fois 2 pi. Ce qui fait alpha égale, on va prendre une calculatrice, 2011 pi sur 8 moins 126 fois 2, qui fait 252 pi, qu'on va mettre évidemment sur 8. Et on va obtenir alpha est égal à 2011, auquel on retire 252 fois 8. On trouve moins 5 pi
sur 8. Ceci est la mesure principale. Elle est bien entre moins pi et pi, puisque 5 sur 8, c'est une valeur entre 0 et 1, puisque 5 est plus petit que 8. Donc, on est à peu près certain du résultat. Voilà pour le numéro 49. Nous passons à la suite. C'est la propriété des angles orientés. Donc, première observation, il va bien falloir arriver à commenter les dessins. Donc on va prendre deux vecteurs U et V. Ces vecteurs U et V, on va les prendre cette fois-ci collinéaires et de même sens. Donc c'est-à-dire ce dessin-là. Collinéaires et de même sens. Du coup, comme ils sont collinéaires et de même sens, si on les met non pas bout à bout comme sur le dessin, mais au niveau des points, au niveau d'une même origine, on va donc avoir un angle UV qui est égal à 0. Et s'il y en a qui ne sont pas convaincus par ce dessin, on pourrait faire celui-là, avec l'angle U et V qui sont côte à côte, comme ceci, et l'angle entre U et V qui vaut 0. Ensuite, passons à la deuxième proposition. Si on prend deux vecteurs U et V qui sont toujours collinéaires, mais de sens contraire, c'est-à-dire le dessin qui est ici, dans ces cas-là, on s'aperçoit que ces deux vecteurs forment un angle de pi radian modulo de pi, donc on a UV qui est égal à pi modulo de pi. Enfin, nous avons la relation de Chasles qui est très importante. Pour tout vecteur UVW, on a l'angle UV plus l'angle VW est égal à l'angle UW. C'est limpide quand on regarde le dessin. L'angle UV, l'angle UV, c'est cet angle-là, auquel on rajoute l'angle VW, et bien évidemment, c'est égal à l'angle ici UW directement. Donc ça, c'est très important, ça nous aidera à faire énormément de calculs. Donc je vous suggère de bien essayer de comprendre cette propriété qui est relativement simple. L'angle bleu plus l'angle orange, ça fait l'angle vert. Il y a juste une question de sens, il s'agit de ne pas se tromper. Enfin, nous allons observer les trois conséquences ici. Certaines sont plus importantes que d'autres. Celle-ci est très importante, mais relativement simple à comprendre. Si vous prenez le vecteur U et le vecteur V, ils forment l'angle UV. Donc l'angle UV, c'est celui qui est ici. Eh bien, l'opposé de cet angle UV, c'est-à-dire le même angle, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire cet angle-là, eh bien, c'est l'angle VU. C'est ce qui est marqué ici. L'angle VU, c'est l'opposé de l'angle UV modulo de pi. Autre propriété qui très facilement vous aidera à résoudre des exercices, c'est si on prend deux vecteurs U et V qui forment un angle, toujours cet angle-là, toujours l'angle de U à V, et bien si on prend les vecteurs opposés, c'est-à-dire l'angle moins U et l'angle moins V, eh bien on s'aperçoit que les deux angles formés sont de même sens et de même mesure, et donc c'est pour ça qu'on dira que l'angle moins U moins V est égal à l'angle UV modulo de pi. Et enfin, dernière propriété, l'angle moins UV, alors l'angle moins UV, on va essayer de l'illustrer, l'angle moins UV c'est cet angle-là, ici, qui va de là à là. L'angle moins UV est égal à l'angle U-V. L'angle U-V est ici. Vous voyez que les deux flèches sont identiques, les deux flèches violettes. Là. Et il est égal à l'angle UV plus pi. Donc c'est-à-dire cet angle-là, auquel on rajoute un demi-tour. Donc ici, on arrive comme ceci. Un demi-tour, c'est jusque là plutôt. Voilà. Voyons comment nous pouvons exploiter ceci. Donc c'est le numéro 56. On vous donne, à l'aide du codage de la figure ci-dessous, on vous donne une mesure des angles orientés. Alors, on va commencer sur le dessin, parce que c'est plus facile. L'angle OI-OM, OI-OM, c'est donc le vecteur entre... c'est pas très beau. L'angle OI-OM, c'est donc le vecteur qu'on peut lire ici. Donc le vecteur OI est ici, le vecteur OM
et là. Alors vous me pardonnerez les vecteurs absolument moches. Et donc là, on va pouvoir compter 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc OI-OM, on peut l'écrire ici, OI-OM, ça sera l'angle 3 pi sur 4. De la même façon, si on efface un peu tout ça, l'angle OI-ON, OI c'est toujours ici, ON c'est ici. L'angle OI-ON, donc dans le sens positif, on peut compter ici 1 fois pi sur 2, 2 fois pi sur 2, 3 fois pi sur 2. Donc ici, OI-ON avec des flèches. C'est donc l'angle 3 pi sur 2. Mais attention, ce n'est pas la seule valeur possible, car nous pouvons faire le même, nous pouvons aller au même endroit en faisant ceci. Donc on peut aussi dire que c'est égal à l'angle moins pi sur 2 modulo de pi. Voilà pour ce dessin. Nous allons passer à OI-OP. Pour l'angle OI-OP, OI est ici, OP est ici. Alors dans le sens positif, OI-OP est égal, on va compter des angles en pi sur 4, donc 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Mais on n'est pas obligé de le compter dans le sens positif. On peut, au lieu de faire l'angle comme ceci, on peut faire l'angle comme ceci, puisqu'on arrivera au même endroit. Et donc, on peut donc dire que c'est l'angle moins pi sur 4. Et tout ça, c'est modulo forcément de pi. Voilà pour cette première partie d'exercice. Nous allons maintenant parler de l'angle OJ-OM. OJ-OM, OJ est ici, OM est ici. Alors très rapidement, forcément l'angle OJ-OM avec tout ce qu'il faut, c'est égal à pi sur 4, modulo de pi, forcément. Ensuite, nous avons l'angle OM-ON. OM-ON, c'est l'angle qui part d'ici et qui va jusque là. OM-ON sera égal à l'angle, alors on a 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, dans le sens positif. Et enfin, dernière question, OP-OM. OP-OM, on part d'ici, on va jusqu'au point M, donc on a 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, 4 fois pi sur 4, et 4 fois pi sur 4 après simplification, ça fait pi. Voilà pour cet exercice, nous passons au suivant, le numéro 59. Donc dans le numéro 59, on vous demande, vous avez un triangle rectangle en A de sens direct, tel que l'angle BABC, donc ici BABC, c'est cet angle-là, qui vaut moins pi sur 6. Le triangle ACD, lui, est équilatéral, donc par exemple ici, on pourra dire que dans le sens positif, l'angle qui est là vaut pi sur 3, mais aussi celui-là, et aussi celui-là. Ici, c'est un angle droit, donc l'angle qui est là vaut forcément pi sur 2 dans le sens positif. Et du coup, vous aurez bien sûr remarqué que bien sûr ceci est un angle géométrique de 30 degrés, là un angle géométrique de 90 degrés. Donc forcément ici, nous avons un angle de 60 degrés, c'est-à-dire un angle de pi sur 3 dans le sens direct, donc ici pi sur 3. Donc nous pouvons commencer à répondre aux questions. L'angle ADAB, ADAB, c'est donc cet angle-là, on va changer de tableau, ça sera plus simple. ADAB, c'est donc l'angle qui part d'ici, qui va jusque là,
c'est cet angle-là. Donc du coup, l'angle ADAB, on va pouvoir, grâce à la relation de Schall, le diviser en deux parties. La partie rose et la partie violette. On va le diviser jusqu'ici, donc en disant que c'est AD jusqu'à AC, plus le vecteur AC jusqu'au vecteur AB. Le vecteur AD, l'angle AD-AC, c'est bien sûr un angle de moins pi sur 3. Et l'angle de AC-AB, lui, c'est un angle de moins pi sur 2. On va effacer le plus. On va dire moins pi sur 2. Il faut mettre tout ça au même dénominateur. Donc, fois 2 fois 3. Ce qui fait donc moins 5 pi sur 6. Pour le petit 2, on va faire l'angle DC-AC. Donc l'inconvénient de l'angle de cet angle-là, c'est que on ne peut pas calculer l'angle directement. L'angle DC ici, l'angle AC ici. Le problème de ces deux vecteurs, c'est qu'ils ne sont pas de même origine pour pouvoir évaluer la mesure de l'angle. Mais on remarque néanmoins que ces deux vecteurs ici ont le même point, non pas d'origine, mais d'arrivée. Du coup, on va utiliser cette formule-là. Voilà, revenir en arrière. Cette formule qui est ici, n'importe quoi, la formule qui est ici, qui dit que quand on prend l'opposé de chaque vecteur, eh bien, on obtient un angle de même mesure. Donc, en revenant en arrière sur l'exercice, DC-AC sera égal à l'angle CD-CA. Et l'angle CDCA, ça c'est beaucoup plus facile, c'est celui qui est là et là, dans ce sens-là. Comme c'est le triangle est équilatéral, ça fait un angle de pi sur 3 modulo de pi. Bien sûr. Donc on passe au troisièmement. Donc troisièmement. Donc on va donc évaluer la mesure de l'angle DC BA. Le problème de cet angle, c'est que vous pouvez observer qu'il n'y a aucun point commun entre les deux vecteurs et que donc du coup on ne va pas pouvoir faire comme dans les deux précédents. Donc ici il va donc falloir faire intervenir un troisième vecteur qui permettra de faire le lien entre DC et BA. Donc d'ici on a le vecteur DC et le vecteur BA ici. Le plus simple ici est de faire intervenir un troisième vecteur. C'est donc ici le vecteur qui est ici, qui va permettre de nous faire la liaison. Alors pourquoi ce vecteur-là? Parce que ici il y a C, ici il y a B. Donc on va pouvoir ouvrir le vecteur avec le vecteur BC. Donc du coup, on va donc dire que le vecteur DCBA, c'est équivalent au vecteur DCBC plus le vecteur BC BA. Ceci est très pratique parce que ça fait apparaître donc ici deux lettres identiques à la fin et ici deux lettres identiques au début. Le vecteur, du coup, on va pouvoir dire que le vecteur DC-BC, si on renverse les deux vecteurs comme on a fait ici dans le deuxièmement, c'est donc l'angle CD-CB plus l'angle BC-BA. Donc là, nous nous retrouvons avec des vecteurs connus. CD-CB, si on regarde bien, c'est cet angle-là, en partant comme ceci, bien sûr. Hein. CDCB, c'est cet angle-là. Donc on va pouvoir lui-même le diviser en deux parties. CDCB, on va pouvoir diviser jusqu'ici. Donc ça va être CDCA
plus CA CB plus BC BA qu'on a laissé tranquille pour l'instant. Il s'agit maintenant de passer aux mesures. CDCA, c'est un angle de pi sur 3. CACB, c'est un angle, on a dit, je ne me rappelle plus ce qu'on a dit, mais on va le retrouver, c'est un angle de pi sur 3 aussi. Et BCBA, c'est un angle de pi sur 6. On met tout au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier par 2, par 2, par 2, par 2. Et on obtient donc 2pi sur 6 plus 2pi sur 6 plus pi sur 6. Ça fait donc 5pi sur 6. Donc voilà pour ce troisième exercice. On passe maintenant au quatrièmement. C'est le vecteur CACB. Alors là, c'est extrêmement facile. CACB, on en a déjà parlé. Donc là, ça tient en une ligne. CACB, c'est l'angle de pi sur 3. Si jamais il y a besoin de le redémontrer, on n'arrête pas de dire qu'ici c'est pi sur 2, que là c'est pi sur 6, alors on va mettre les sens, là c'est pi sur 6, là c'est pi sur 3, et donc il faut que pi sur 2 plus pi sur 6 plus l'angle qui est ici fasse 180 degrés. Donc 180 degrés c'est l'équivalent de pi radian, donc pi sur 2 plus pi sur 6 plus l'angle x doit faire 100 pi radian, et on trouve généralement pi sur 3. Voilà pour le 59. Pour le numéro 57, maintenant, il s'agit de points du cercle trigonométrique qui s'appelle M. Attention, il y a une petite erreur d'énoncé, ici c'est N et P, qui sont repérés respectivement par les réels moins 9pi sur 4, 18pi sur 5 et moins 47pi sur 6. La première question demande de donner la mesure principale des angles de vecteurs OI-OM. Alors on va faire un dessin, ou plutôt on va dire un schéma. Vous avez O, vous avez I, vous avez F, vous avez J, pardon. Ici ça c'est un gros J. Et on cherche le point M repéré par moins 9pi sur 4. Donc moins 9pi sur 4, il faut avoir l'angle OI-OM. C'est donc, comme c'est le point M qui est repéré par moins 9pi sur 4, sera égal à moins 9pi sur 4. Moins 9pi sur 4, on pourrait chercher la mesure de l'angle en faisant la mesure principale de l'angle, comme ça nous est demandé ici, en disant que on pose à alpha la mesure principale de l'angle. Mais il y a plus simple à faire, il suffit de compter les angles de pi sur 4. Alors on part d'ici, on va faire moins pi sur 4, on arrive ici, moins 2pi sur 4, on arrive là, moins 3pi sur 4 ici, moins 4pi sur 4, moins 5pi sur 4, moins 6pi sur 4, moins 7pi sur 4, moins 8pi sur 4, on revient même en I, et on obtient moins 9pi sur 4. On s'aperçoit du coup que le point M sera donc ici, et que l'angle que l'on a ici, en fait, sa mesure principale, c'est moins pi sur 4 modulo 2pi. Donc voilà pour l'angle OI-OM. Même chose pour OI-ON, on pourrait faire exactement pareil, sauf que les angles en 5, avec un dénominateur 5, on n'en a encore jamais fait, et sur le dessin, ça se représente très mal. Donc là, pour OI-ON, on va être obligé de calculer la mesure principale. Donc OI-ON est donc égal à 18 pi sur 5, et puis là, on peut supposer que 18pi sur 5, c'est forcément trop grand, puisque 18 divisé par 5, c'est largement supérieur à 1. 18 divisé par 5, ça fait environ 3. Donc, on va enlever un tour pour voir si ça suffit. Donc ici, je vais dire que je vais faire 18pi sur 5, et je vais enlever un tour, mais attention, je n'oublie pas de rajouter ici
un modulo de pi pour bien montrer que je ne suis pas dans une équation normale, mais bien dans une équation trigonométrique. Et donc 18 pi sur 5, j'ai enlevé un tour, et j'obtiens ici 18 pi sur 5 moins 10 pi sur 5, j'obtiens 8 pi sur 5. Et je m'aperçois que 8 sur 5 n'est toujours pas compris entre 0 et 1, puisque 8 est toujours plus grand que 5. Donc c'était pas un tour qu'il fallait que j'enlève, mais c'était un deuxième. Donc je vais prendre 8 pi sur 5, et je vais encore enlever un tour. Donc j'enlève encore un tour. Et bien sûr, je remets au même dénominateur, comme tout à l'heure. Donc fois 5. Et là, ayant enlevé un tour, j'obtiens 8 pi sur 5 moins 10 pi sur 5, j'obtiens moins 2 pi sur 5. Et là, j'ai bien une mesure principale, puisque 2 divisé par 5, c'est plus petit que 1. Donc je sais que la mesure principale, c'est donc celle-là, c'est moins 2 pi sur 5. Pour l'angle suivant, c'est l'angle OI-OP. On va passer comme ceci. Ah ben non, raté. Pour l'angle OI-OP, donc on va récupérer ça et on va mettre une page supplémentaire. Voilà. Pour l'angle OI-OP, on pourrait, avec un peu de patience, calculer l'ensemble des tours à enlever. Donc, mais je ne vais pas faire ça comme ça, je vais le faire normalement. Ce sera une occasion de réviser. Donc ici, l'angle OI-OP, toujours avec des vecteurs, sera égal à moins 47 pi sur 6. Mais ce qu'il me faut, c'est la mesure principale. Donc on va dire soit alpha, la mesure principale de cet angle. Alors la mesure principale de cet angle. Cette mesure principale, on est donc capable de dire que alpha, c'est moins 47 pi sur 6, plus un certain nombre de tours qu'on ne connaît pas, mais en revanche, on sait que k, lui, appartient à z. On sait donc que moins pi est plus petit que moins 47 pi sur 6 plus k de pi, qui va lui être lui-même inférieur à pi. On va donc dire que ça fait moins pi plus 47 pi sur 6, qui va être inférieur à k de pi, qui va être inférieur à pi plus 47 pi sur 6. Évidemment, on va tout mettre sur 6 ici. Donc on va mettre sur 6 fois 6, ici sur 6 fois 6. Et on obtient donc k de pi, qui va être compris entre moins 6 pi plus 47, ce qui fait 41 pi sur 6. Et ici, 6 et 47, ça fait 53 pi sur 6. On divise par 2 pi des deux côtés. Donc on obtient k qui va être compris entre 41 pi sur 12 sur 12 pi, pardon. Donc ça fait 41 sur 12 en simplifiant, et bien sûr 53 sur 12 en simplifiant, avec une valeur approchée. Maintenant, on calcule 41 divisé par 12. 41 divisé par 12, ça fait 3,41 environ. Donc 3,41. 53 divisé par 12, ça fera 4,41. Et du coup, on s'aperçoit que donc k ne peut valoir que 4, puisque k appartient à z. Donc du coup, on peut dire que alpha est égal à moins 47 pi sur 12, sur 6, auquel on a enlevé 4 tours. Donc, plus pas enlever, mais rajouter 4 fois 2 pi. Pour pouvoir additionner ça, on met tout ça sur 6. Ce qui fait qu'on obtient, après simplification, alpha égale, on fait moins 47 plus 4 fois 2, 8, 8 fois 6, 48, donc moins 48, plus 48 plutôt. Et on obtient donc pi sur 6. Et on peut donc conclure que OI-OP a pour mesure principale pi sur 6 radians. Et
maintenant, il faut donner la mesure principale des angles OM-ON, ON-OP et OM-OP. Alors pour cela, il va falloir se rappeler de quelques valeurs. Donc les trois valeurs qui sont au-dessus, on va noter précieusement. Donc ici, on va noter que l'angle OIOM, a été trouvé et vaut, on va regarder juste avant, OIOM c'est moins pi sur 4, que l'angle OION c'est moins 2 pi sur 5, et enfin que l'angle OIOP c'est pi sur 6. Donc une fois qu'on a noté ça, on va pouvoir s'occuper de la dernière partie de l'exercice. Donc on y va. Il faut trouver l'angle OM-ON. Alors l'angle OM-ON, c'est le deuxièmement, OM-ON. Alors le souci de cet angle, c'est que c'est la différence entre les angles d'au-dessus. Donc ce qu'il faut faire apparaître, c'est un vecteur qui nous permettrait de retrouver les angles au-dessus. Et donc vous aurez bien compris qu'avec OI dans les trois angles, c'est bien sûr ce vecteur-là qu'il va falloir mettre. Donc ici, on va dire que c'est OM, OI, plus OI, ON. OM, OI, eh bien, comme OI, OM était égal à moins pi sur 4, ça veut donc dire que OM, OI est égal à pi sur 4. OI, ON est égal à moins 2 pi sur 5, donc moins 2 pi sur 5. Alors pour que ça soit un peu mieux, on va donc enlever cette espèce de signe plus. Donc on va mettre un vrai signe moins ici. Et attention, ceci est bien sûr valable modulo 2pi. Hein. Donc ça fait pi sur 4 moins 2 pi sur 5. Il ne reste plus qu'à additionner ça en mettant bien sûr au même dénominateur fois 4 fois 4. Et donc ici, 5 pi sur 20 moins 8 pi sur 20, ça va faire moins 3 pi sur 20 modulo 2pi. Voilà pour le premier exercice. Pour l'ON, OP, même chose. On va donc dire que c'est ON, OI, plus OI, OP. On va donc pouvoir dire que c'est ONOI, eh bien c'est le contraire, c'est l'opposé de OI-ON, donc c'est-à-dire c'est égal à 2 pi sur 5. Et OI-OP, c'est égal à pi sur 6. Tout ça modulo de pi toujours. On va donc devoir mettre au même dénominateur. Donc ici on va mettre x6, ici on va mettre x5. Et on obtient 2 x 6, 12, plus 5, 12 et 5, ça fait 17 pi sur 5 x 6, 30. Et enfin, dernière partie d'exercice, OM, OP. Bah, ça sera toujours OM, OI, plus OI, OP. OM, OI, d'après la première question, c'est égal à pi sur 4, puisque OI, OM vaut moins pi sur 4, et OI, OP, c'est égal à pi sur 6. Tout ça modulo de pi. Et donc ici, on met x6, x6, x4, x4, et on trouve que ça fait donc 6 pi sur 4, 6 pi sur 4 x 6, 24, plus 4 pi sur 24, c'est-à-dire 10 pi sur 24, et bien sûr 10 pi sur 24, il faut le simplifier, ça se fait quand même, donc ça fait 5 pi sur 12, modulo de pi que j'ai oublié ici. Voilà pour le numéro 57. Nous allons passer au numéro 61.
il fallait donner la mesure principale des angles AC-AB. Si on regarde l'angle ACAB, on sait, alors ici il s'agit de triangle rectangle isocèle, donc si ici on sait que si là c'est 90 degrés et que c'est isocèle ici et là, ce sont des angles de 45 qu'on a là, donc des angles de pi sur 4 en radian. Ce triangle là, le triangle vert, est équilatéral, donc ce sont des angles de 60 degrés qui vont avoir des angles de pi sur 3. Ici pareil, on a un triangle rectangle isocèle, donc on va avoir un angle de 90 degrés, c'est-à-dire un angle de pi sur 2, et des angles de pi sur 4 ici. Puisque c'est un rectangle isocèle. Donc ACAB, pour prendre ceci, ACAB c'est ceci. L'angle ACAB, eh bien c'est donc un angle de moins pi sur 3. Ça c'est la première question. L'angle BCAB. L'angle BCAB, le problème c'est que cet angle n'est pas de même origine, ni de même arrivée. C'est un problème. Alors du coup on va prendre un relais. Alors BCAB, on va dessiner un petit peu l'angle BC. Le vecteur BC il est ici, le vecteur AB il est là. Bon, ben, on voit tout de suite le vecteur qu'il va falloir utiliser, c'est forcément le vecteur AC. Donc on va dire qu'on va prendre le vecteur BC. On va mettre le vecteur AC dedans, ce qui nous permettra d'avoir C et C ici à la fin, plus le vecteur AC ici, qui va aller avec le vecteur AB ici, et ce qui nous permet d'avoir A et A ici, avec une relation de Schall qui permet de faire la liaison entre ces deux angles. BCAC, quand on regarde avec une couleur, BCAC, on va pouvoir le retourner, pardon. Il va falloir dire que c'est CBCA et plus ACAB. CBCA, quand on regarde, c'est l'angle qui est ici. C'est un angle qui vaut moins pi sur 3. L'angle ACAB, c'est l'angle qui est ici. Il vaut, depuis la question précédente, moins pi sur 3 aussi. Donc ici, on a donc l'angle moins de pi sur 3. Et tout ça, c'est modulo de pi. Dernière question, l'angle CDCE. Je vais effacer un peu, je vais un peu faire le ménage. L'angle CDCE. CDCE. Eh bien, cet angle, on voit bien qu'il va falloir le découper en trois parties. Une première partie ici, une deuxième partie là, puis une troisième partie ici. Donc, d'après la relation de Schall, on peut dire que c'est CDCA plus CA CB plus dernière partie CB CE. Il ne reste plus qu'à calculer, je vais changer de couleur pour que ça soit un peu plus visible. CDCA, c'est un angle de 90 degrés dans le sens positif, donc ça fait pi sur 2. CACB, c'est un angle de 60 degrés dans le sens positif, donc c'est pi sur 3. Et CBCE, c'est un angle de 45 degrés, donc ça fait pi sur 4 dans le sens positif. Il faut tout mettre au même dénominateur. Donc ici, pour mettre au dénominateur, on va faire x6, x6, x4, x4, x3, x3. Et on obtient donc l'angle CDCE qui est égal à 6 plus 4 plus 13. Ça fait 13 pi sur 12. Mais attention, la question était qu'il fallait avoir la mesure principale. 13 pi sur 12, ce n'est pas la mesure principale. Il faut enlever un tour. Donc 13 pi sur 12, on enlève un tour, c'est-à-dire on enlève 14... non, on enlève... on va le faire parce que je vais pas de la de tête, je ne vais pas y arriver. 13 pi sur 12 moins 2 pi. On enlève un tour. On met tout ça sur 12. Ce qui fait 24 moins 13. Et on obtient moins 11 pi sur 12. Donc, moins 11 pi sur 12, qui est donc la réponse que l'on cherche. Et puis, moins 11 sur 12, c'est bien le nombre compris entre moins pi et pi. Voilà pour le 61.
Nous passons au 8e, cosinus et sinus, qui est dans votre cours. C'est la dernière partie de ce long cours, donc je vais faire une petite coupure. Dernière partie de ce cours, c'est ce que nous avons fait en dernière heure vendredi. Donc on va maintenant introduire les fonctions cosinus et sinus dans les angles orientés. Donc pour cela, on va donc regarder un point M sur le cercle trigonométrique. Ce point M décrit un angle orienté UV. Cet angle orienté est ici, on peut faire ici U et puis V, voilà, c'est très raté. Alors, V ici, et donc vous avez l'angle alpha qui est là. Et ce qu'il faut voir, c'est que si le point M est ici, avec donc l'angle OIOM, qui est égal à alpha radian, et bien ici, on obtient le cosinus de alpha, et ici, on obtient le sinus de alpha. Alors, vous pouvez me croire sur parole, nous avons fait la démonstration avec vos camarades. Nous avons démontré qu'ici, c'était bien sinus alpha et cosinus alpha. Ce qui est important à comprendre, c'est que le point M peut bouger, comme ceci, tout autour du cercle. Donc ça veut dire que lorsque M se rapproche de J, sinus alpha, par exemple, augmente jusqu'à J, sachant que nous sommes dans le cercle trigonométrique, il faut se rappeler que la longueur de O à J, c'est 1. Donc ici, sinus alpha va valoir au maximum 1. Maintenant, si le point M repart vers ici, jusque là, le sinus de alpha va descendre jusqu'à 0. Puis ensuite, si le point M arrive ici, le sinus de alpha va descendre jusqu'ici, donc la valeur minimum de sinus alpha, c'est moins 1. Puis après, si le point M revient en I, ici, eh bien le sinus alpha, qui va être ici, va remonter jusqu'à 0. Donc c'est ce qui explique cette ligne-là, c'est que le sinus de alpha, finalement, il est compris entre deux valeurs, moins 1 et 1. Même chose pour le cosinus. Si le point M bouge entre I et J, le cosinus de alpha, lui, va bouger entre I et O, en se déplaçant sur la gauche. Et quand le point M va arriver en J, le cosinus de alpha vaudra 0. Puis quand le point M va arriver ici, à cet endroit-là, le cosinus de alpha se sera déplacé jusque-là, et donc ici, le cosinus de alpha vaut forcément moins 1. Et puis quand le point M va aller ici dans la partie en bas à gauche du cercle trigonométrique, eh bien cosinus de alpha va revenir vers 0, comme ceci. Et puis ensuite, quand le point M va remonter vers I, comme ceci, eh bien le cosinus de alpha va partir jusqu'ici, et au maximum, le cosinus de alpha vaudra 1. C'est pour ça qu'on se retrouve avec cette égalité, que le cosinus de alpha, lorsque M fait l'ensemble du tour du cercle, il navigue entre des valeurs comprises entre moins 1 et 1. Enfin, dernière chose, cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Il suffit de regarder ce triangle-là, le triangle OM, et puis on va appeler ça le point H. Le triangle OMH, il est forcément rectangle. On s'aperçoit que vu qu'on est dans le cercle trigonométrique, ce côté-là vaut 1, le côté OM. Je rappelle que le cercle trigonométrique est le centre O et de rayon 1. Donc du coup, on a OM carré, c'est-à-dire 1 au carré, qui est égal à cosinus alpha au carré qui est ici, plus ce côté-là, qui est ici, qui correspond à sinus alpha. Donc plus sinus carré alpha, c'est pour ça qu'on a donc cosinus carré alpha plus sinus carré alpha qui est toujours égal à 1. L'exploitation de ceci, l'objectif c'est de calculer cosinus pi sur 3 puis sinus pi sur 3. Alors je vous refais pas le dessin, mais nous allons regarder ici un angle de pi sur 3. Alors pi sur 3 c'est à peu près à cet endroit-là. Donc on va supposer que l'angle qui est ici c'est pi sur 3. Comme l'angle qui est ici c'est pi sur 3, on va pouvoir dessiner plusieurs choses. La première, on va dessiner un segment qui va partir ici. Voilà. Et même si le dessin ne le montre pas, comme le triangle ici est isocèle, puisque on sait qu'ici ça fait 1 entre O et M, et comme le cercle a toujours le même rayon, entre O et I ça fait 1 aussi, le triangle OMI est isocèle, donc ça veut dire que l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est là. En disant que la somme des trois angles est égale à
pi radian, ou 180 degrés, et en disant que ces deux angles-là sont égaux, si cet angle-là fait pi sur 3, eh bien on s'aperçoit que forcément cet angle-là fait pi sur 3, et cet angle-là fait aussi pi sur 3. Ce qui signifie que le triangle ici est équilatéral. Si le triangle est équilatéral, on peut le dessiner. Nous avons donc le point H, nous avons ici O, nous avons le point M, et nous avons ici cette longueur-là qui veut donc cosinus alpha. Et ici, ça vaut 1. La question que l'on peut se poser, c'est combien vaut cosinus alpha? Eh bien, forcément, on sait que cette droite qui est ici, dans un triangle équilatéral, elle est à la fois la médiane et la médiatrice et la hauteur du triangle équilatéral. Donc du coup, on sait que le point H est au milieu de OI. Or, OI, ici, fait 1. Donc si OI fait 1 et que H est au milieu, OH fait 1,5. Et donc on arrive à la première conclusion, c'est que cosinus pi sur 3 vaut toujours 1,5. Mais si cosinus pi sur 3 vaut 1,5, c'est ici 0,5, on peut se poser la question combien vaut sinus alpha, c'est-à-dire cette valeur-là, c'est MH. En utilisant Pythagore, on peut arriver à dire que MH carré, c'est racine carrée de OM carré moins OH carré, c'est-à-dire racine carrée de 1 moins 1,5 au carré. 1 moins 1,5 au carré, ça fait racine carrée après avoir calculé. 1,5 ça fait 1 quart, 1 moins 1 quart ça fait 3 quarts, c'est donc racine carrée de 3 quarts. Et donc MH carré, non pas MH carré, mais MH tout court, pardon. MH tout court, hop, j'efface le A, est égal à racine carrée de 3 quarts. Racine carrée de 3 quarts, qu'on peut bien sûr simplifier en racine de 3 sur 2. Et MH, c'est bien sûr le MH qui est ici, ça correspond à sinus alpha. Et donc on a donc sinus de l'angle pi sur 3 qui est égal à racine de 3 sur 2. Ceci peut se mettre dans un tableau qui est situé dans votre cours, et c'est cette colonne-là. Il faudra apprendre cette valeur par cœur. Le cosinus de pi sur 3 vaut 1,5, le cosinus de racine de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. On peut compléter quelques autres valeurs. Donc si on prend un angle de 0 degré, c'est-à-dire le point M et le point I confondus ici, évidemment, il est évident que l'abscisse de ce point c'est 1, donc cosinus x, cosinus 0 radian vaut 1, et l'ordonnée de ce point vaut 0. Donc ça veut dire que sinus 0 radian vaut 0. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on peut aussi parler de l'angle de pi sur 2, c'est-à-dire quand le point M est ici. Si le point M est ici, dans ces cas-là, on a un angle de pi sur 2, bien sûr, qui est ici. Cet angle de pi sur 2, il a pour coordonnée, le point qui est ici a pour coordonnée 0, 1, et il est évident que l'abscisse c'est 0, donc c'est pour ça qu'ici vous avez 0, et que l'ordonnée c'est 1, c'est pour ça que le sinus de alpha vaut 1. Même chose pour le point pi, si M est ici. Si M est ici, dans ces cas-là, eh bien le point M est de coordonnées moins 1, 0, c'est pour ça qu'on dira que le cosinus qui se lie en abscisse sera moins 1, et le sinus qui se lit en ordonnée sera 0. Pareil pour 2π. 2π c'est un tour complet, c'est-à-dire qu'on revient en i, donc le cosinus de 2π sera la même chose que le cosinus de 0, c'est-à-dire 1, et la même chose, le sinus de 0 sera la même chose que le sinus de 2π, c'est-à-dire 0. Et en classe, nous nous occuperons très prochainement des valeurs π sur 6 et π sur 4. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas endormis, j'en doute. Et je vous souhaite encore des bonnes vacances, même si je viens de gâcher ça par cette magnifique vidéo.